Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère aujourd'hui, l'invité c'est Pascal Lafargue. Nous allons parler de l'entre-deux-vie, nous allons parler également d'un autre thème, la synchronicité et la guidance. C'est tout de suite, c'est sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pascal Lafargue, bonjour, merci d'être avec nous, bienvenue dans la clé du mystère. Bonjour Alain, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour nous aussi. Alors, lors de votre dernière intervention sur cette antenne, nous avions parlé de l'entre-deux-vie. Est-ce que depuis ce précédent passage dans cette émission, vous avez fait d'autres découvertes intéressantes sur l'entre-deux-vie ? Alors effectivement, oui, j'expérimente en permanence. Donc bien entendu, j'ai fait d'autres découvertes sur l'entre-deux-vie, là où je vais, je dirais, de façon encore beaucoup plus poussée sur la compréhension de l'âme, mais sur certains aspects. Par exemple, sur les âmes qui vont mourir, par exemple, comment l'âme vit, par exemple, la guillotine, le meurtre. Vous voyez, des conditions de départ difficiles. Ce qui m'intéressait justement dans certaines expérimentations, c'est de voir les âmes qui étaient mortes de façon douloureuse, par où elles passaient, comment, quel chemin elles suivaient, etc., etc. Donc en fait, voilà, je suis plus maintenant dans le comment dirais-je, l'approfondissement de certains aspects qui concernent le départ terrestre. Alors d'ailleurs, dans le cas de la guillotine, c'est le cas d'une personne qui est décédée au XVIIIe siècle. Ouais. Qui a été guillotiné en 1796, je crois, et ça m'intéressait donc de travailler pour savoir et comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Donc vous voyez, je deviens plus, j'affûte en fait certains aspects, je dirais, de l'évolution de l'âme et du passage de l'âme dans certains cas bien précis. C'est quand même quelque chose de très angoissant pour ces âmes. Alors comment réagissent-elles pour les personnes qui ont été guillotinées ou qui meurent dans des conditions similaires ? Ça peut être très différent. Il y a jamais un cas pareil. Alain, c'est toujours très différent. Le cas que j'ai en tête, parce que j'ai pas tous les cas en tête, mais celui que j'ai en tête, c'était une femme. Quand elle a été guillotinée, en fait, alors en dédoublement, mais dans le temps, j'ai envie de dire, puisque ça va se passer en 1796 ou 1798, je ne me rappelle plus à 2 ans près l'année. Mais en fait, en remontant le temps, je vais suivre le moment, et en fait, elle est déjà à ce moment-là sortie de son corps. Ah oui. Elle est déjà sortie de son corps, et en fait, elle n'entend plus rien. Elle est déjà sortie de son corps, elle est à côté d'elle, et elle va voir une colombe passer au-dessus du lieu de l'échafaud, en fait, où ça va se passer, et elle va dire certaines choses, elle va demander certaines choses. Et lorsque, donc, malheureusement, la mort survient, la tête tombe et la mort survient, là, je vais suivre la progression de l'âme et je vais voir qu'elle va prendre un espèce d'utérus, en fait, elle est dans un espèce de couloir, comme une forme d'utérus, dans lequel elle va arriver dans un ventre. Et dans ce ventre, en fait, ils accueillent un petit peu les condamnés. Et là, elle va suivre tout un processus et elle va être accueillie par une femme. Et cette femme, il y a tout un échange avec elle, mais je ne peux pas vous le dire de tête, c'est beaucoup trop long. Il va y avoir tout un échange avec cette femme. Alors en fait, là, à ce moment-là, je traduis, parce que je parle très vite, donc ce que la condamnée dit et ce que la vieille femme dit, en fait. Donc je traduis l'échange. Et il y a tout un échange où elle pose des questions, et c'est absolument remarquable. Tout ça va être dans un livre que j'ai écrit justement on en sur parlera. le sujet. On aura l'occasion de revenir là-dessus et d'en parler. Mais c'est pour ça qu'il n'y a jamais, je dirais, un départ identique, ni un chemin prétracé pour tout le monde. C'est tellement différent parce que, vous savez, Alain, il faut tenir compte de plusieurs choses. Premièrement, l'état d'esprit de la personne. Deuxièmement, dans quel état d'esprit était-elle au moment de la mort? Les conditions de la mort, qui peut être la violence ou pas, ou également... est-ce que la personne, dans quel état d'esprit était-elle à ce moment-là? Était-elle en paix ou en conflit? Et tout
aura une incidence sur les conditions du passage de l'âme. C'est pour ça qu'il n'y a jamais un passage identique. Voilà. Et tout ça va déterminer ensuite le chemin que l'âme va emprunter, qui elle va rencontrer, ce qui va se passer pour elle, en fonction, je dirais, de l'aspect psychologique, de son état d'esprit au moment de la mort, dans quelles conditions était-elle, et des conditions même de la mort en tant que telle. Si c'était une mort violente, une mort douce, une mort attendue ou une mort préméditée, par exemple. Donc tout ça aura un impact à ce moment-là. En fait, pour terminer sur le sujet, pour se rassurer un petit peu, est-ce que ces âmes ne souffrent pas trop, justement? Est-ce qu'elles sortent rapidement de ce traumatisme? Alors, malheureusement, j'aurais envie de vous dire oui, mais c'est pas toujours le cas. Malheureusement, oui. Voilà. Malheureusement, il y a des âmes qui, ce qu'on appelle les âmes errantes, qui vont après le trépas, en fonction de leur douleur, de la violence de la mort et de leur non-acceptation de certaines choses aussi, d'avoir laissé des choses sur Terre, eh bien, elles vont cheminer et elles vont malheureusement être en grande douleur et ça peut mettre un certain temps avant qu'elles se libèrent. Voilà. Alors effectivement, le temps qu'elles vont mettre à se libérer, comment dirais-je, personne n'a d'impact là-dessus. C'est vraiment l'âme qui va, dans son travail d'entre-deux-vie, l'accompagnement qu'on va et l'aide qu'on va lui procurer, qui à un moment donné va accepter effectivement d'avancer et de faire ce pas-là. Mais ce moment précis, on ne peut pas savoir quand exactement, puisque c'est vraiment l'âme qui va le décider en fait, en fonction de l'aide qu'elle acceptera ou pas de recevoir, et elle-même de sortir de l'enfermement dans lequel elle est. Et ça, des cas comme ça, j'en ai eu des tas. Alors nous en reparlerons une fois prochaine. Le thème d'aujourd'hui, c'est la synchronicité et la guidance. Qu'est-ce que la synchronicité et la guidance? Alors déjà, la synchronicité, c'est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent a priori pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Alors évidemment, si on isole ces deux événements-là, ça peut paraître banal la plupart du temps, mais si d'un seul coup, la personne qui reçoit ces informations les relie et surtout lui apporte une réponse, eh bien effectivement, là pour le coup, la pensée ou l'événement vécu va prendre tout son sens. Alors un des premiers à en parler, c'était Carl Gustav Jung. Ah oui. Carl Gustav Jung, en fait, il faut savoir que son papa était théologien, sa maman était une passionnée de parapsychologie, c'était aussi un scientifique, son papa. Donc en fait, entre le côté scientifique, théologie, et puis parapsychologie du côté de sa mère, de sa maman, eh bien, Jung était donc médecin, mais à un moment donné dans sa vie, il s'est énormément intéressé donc à la parapsychologie aussi également, et d'ailleurs ce qui lui a valu une grande dispute avec Freud, parce que un jour, alors qu'il était en discussion avec Sigmund Freud, chez lui, donc à Vienne, dans la maison de Freud, il y a une discussion entre Freud et Jung. Et à un moment donné, alors qu'il était en pleine discussion avec Freud, la bibliothèque de Freud il y a eu un grand coup dans la bibliothèque. Et Jung a dit, mais c'est justement pour valider ce que j'étais en train de vous dire. Alors Freud, il a très mal reçu, et il lui dit que c'était un pur hasard, et Jung a l'audace de lui dire, vous allez voir, ça va recommencer une seconde fois. Et boum, il y aura un deuxième coup dans la bibliothèque. Alors d'ailleurs, ce qui aurait valu, à la suite de ça d'ailleurs, le début un petit peu d'une tension entre Freud et Jung, puisqu'en fait ils ont pris, après voilà, il y a eu une dispute, des tensions, ils se sont un petit peu éloignés, on va dire. Donc en fait c'est ça la synchronicité. Et la synchronicité, elle peut prendre des allures, de n'importe quelle manière. C'est pas quelque chose de profondément déterminé à l'avance. Et les signes, et la synchronicité peut se produire dans le matériel, dans les paroles, dans les événements, dans quelque chose que vous allez vivre. Ça peut arriver de n'importe quelle façon. Alors quels sont les mécanismes qui produisent la synchronicité? Ah, alors ça c'est la grande question. C'est une question que je me suis souvent posée. C'est-à-dire en fait, mais qui organise tout ça? Parce qu'à un moment donné, il y a des synchronicités qui dépassent quand même l'entendement. Et j'ai la faiblesse de croire que derrière tout ça, il y a un grand chef d'orchestre, dont la générosité qui est la sienne, a l'amabilité, j'ai envie de dire, de faire en sorte que certains événements puissent, par rapport à nos pensées ou à nos demandes, ou un chemin sur lequel on est, tout simplement, eh bien, il vient nous mettre sur ce chemin-là, je dis il, le chef d'orchestre, un fait
qui vient valider ou répondre à notre interrogation, à notre cheminement, à nos questions, mais alors de façon absolument incroyable. Et j'en suis arrivée un petit peu à cette déduction-là. En fait, qui est ce grand chef d'orchestre? Alors, ma foi, je ne sais pas trop. Et à la limite, je crois que j'ai pas vraiment envie de savoir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont quand même le sens très affûté pour que vos souhaits puissent se passer dans une certaine mesure de la meilleure façon qu'il soit. Alors, je vais vous citer des exemples, si vous voulez. Allez-y, oui. Pour que ça devienne concret. Je vais vous citer cet exemple-là. Ça se passe à l'abbaye de Westminster, à Londres. Je suis en visite à l'abbaye de Westminster, on est fin août, et je suis avec 2 amis, et on entre dans l'abbaye. Alors je vous dis pas déjà la file d'attente qu'il faut faire pour rentrer, parce qu'il y avait un monde, c'était bondé de monde, donc 1h30 d'attente. Alors je l'ai vraiment fait pour les personnes qui étaient avec moi, parce que personnellement je connais l'abbaye. Donc 1h30 d'attente, je rentre dans l'abbaye. À peine suis-je rentrée dans l'abbaye que quelqu'un spontanément vient me voir en me demandant si j'ai besoin d'aide. Alors déjà, je trouve ça charmant parce que vu le nombre de personnes qu'il y a dans l'abbaye, je trouve ça un petit peu fort. Alors je lui dis, écoutez, voilà, non, je vous remercie, enfin voilà, je visite. Et arrivé à un moment donné très précis dans l'abbaye, ce moment donné, c'est quand vous allez rentrer dans un espèce de vaisseau. À la gauche, il y a la tombe de Newton, et ça fait comme un petit vaisseau, un passage, et de part en part, il y a des bancs en face à face, où s'assoient souvent les religieux, mais ces bancs-là, on a absolument l'interdiction de s'y asseoir, c'est prévu que dans certaines cérémonies. Et quand je traverse ce passage-là, donc on ne peut que marcher, mais pas s'arrêter ni s'asseoir, quand je traverse ce passage-là, j'ai vraiment un rêve depuis que je viens à l'abbaye Westminster, c'est de pouvoir prendre la place d'une autorité religieuse et de m'asseoir sur ces bancs-là. Je continue le vaisseau, on sort, on visite donc la petite chapelle et on arrive dans un quartier de l'abbaye qui est réservé aux poètes, en fait. C'est l'endroit où il y a des tombes de tous les poètes, les artistes. Voilà, c'est l'endroit où sont enterrées ces personnes-là. Parce qu'il faut quand même dire que l'abbaye de Westminster, je crois que c'est l'abbaye où il y a le plus de tombes, comme j'ai jamais vu dans d'autres abbayes. Au mètre carré, tout est pris. Et donc, je suis là, et à un moment donné, alors que je suis dans le quartier des poètes, enfin dans le coin des poètes, il y a une porte qui est fermée, qui à 3 mètres de moi s'ouvre. Un prêtre sort, malgré tout le monde qu'il y avait là, vient vers moi et me dit « Vous voulez entrer ?» Je me retourne, je lui dis « C'est à moi que vous parlez ?» Il me fait « Oui ». Je cherche même pas à comprendre, j'entre. Et dès que je suis entrée, il referme la porte derrière moi et il va mettre, je le verrai en ressortant, il va remettre un pied en fer pour que personne ne rentre. Et toute petite chapelle, et les personnes qui sont avec moi m'ont dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive ?» J'ai dit « Écoutez, ça m'arrive assez souvent, ok, on reste là. » Et donc, je suis quand même très troublée. Pourquoi il m'a demandé, avec les milliers de visiteurs qu'il y avait ce jour-là, bref, je me retourne dans cette petite chapelle. Au bout d'un certain temps, donc, je prie, je me recueille, je sors de cette petite chapelle et j'ai du mal à ouvrir la porte, puisqu'en fait, il avait mis un pied en fer derrière. Donc, je sors, je referme, je remets le pied comme il était et on s'en va. On ressort de l'abbaye parce qu'il y a un cloître extérieur, donc ça met tout ça plus d'1 heure et quart à visiter ce cloître. Et le cloître, quand on ressort, c'est par le bout de l'abbaye de Westminster, parce que et après ça va vers la sortie, si vous voulez. Et là, au moment où je sors, donc 1 heure et quart après cette histoire où ce prêtre m'enferme dans cette petite chapelle, au moment où je sors, il arrive, mais attendez, après 1 heure et quart, avec des milliers de visiteurs, il arrive. Il vient encore me voir, nez à nez. Dans ma tête, je fais, mais c'est pas possible. Et il me dit, vous voulez assister à une messe? Je cherche pas à comprendre, je lui dis oui. Il enlève le bandeau, il me fait passer avec mes amis, il remet le bandeau, et il me reconduit devant la tombe de Newton. Là où, avant d'entrer dans le vaisseau, j'avais fait le vœu. En effet, Et il me dit, attendez-moi là. Et là, je me dis, mais c'est un gag, alors que tous les gens leur demandaient de sortir, et les gens sortaient de l'abbaye. Je bouge pas. Je me mets devant le portail en fer, et là je vois que quelques personnes arrivent, mais visiblement des habitués, et je le vois arriver de l'autre grille en fer, parce qu'il commençait à tout fermer à l'intérieur de l'abbaye. Je le vois arriver avec un évêque, il avait revêtu une autre robe, et je le vois avec un gros trousseau de clés, il me voit. Et là je fais, non my God, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Il ouvre la porte en fer, donc je le suis, et on re-rentre par le vaisseau, et me voici assis sur le banc,
à côté de l'évêque, à côté des religieux, dans cette messe privée enfermée dans l'abbaye de Westminster. Oui, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Ah, ouais. Jamais, Alain, combien de fois je suis allée dans cette abbaye, et c'est la première fois que j'avais vraiment formulé un vœu, et là, je n'en revenais pas de ce que je vivais et de ce qui m'arrivait. Oui, c'est quand même... Voilà. Alors là, c'est un premier exemple qui vous montre effectivement que ce vœu et cette synchronicité, parce que entre la première fois où il m'a demandé de rentrer dans cette petite chapelle pour aller prier, et la seconde fois, 1h15 après, où on va se retrouver nez à nez, il va me demander, je me dis, mais parmi les milliers de visiteurs qu'il y a ce jour-là, faut quand même le faire. Et je vais me retrouver assise sur ces bancs velours, réservés aux prêtres, en fait, et aux religieux, et je vais assister à toute la messe à côté de l'évêque, des autorités religieuses qui sont là. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Pascal Lafargue. Nous parlons de synchronicité, de guidance. Quelque part, est-ce qu'on pourrait pas expliquer la synchronicité par le quantique ? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de compétences dans le domaine de la physique quantique. Mais pourquoi pas, puisqu'en fait, j'ai rencontré des physiciens, des scientifiques qui s'intéressaient très fort à la physique quantique, et c'est vrai qu'ils m'ont dit que par certains principes, on pourrait même prouver le phénomène de la réincarnation. Ça pourrait être tout à fait crédible. Donc en fait, je suis, comment dirais-je, convaincue qu'on peut expliquer certaines choses, très certainement, mais ce n'est pas mon domaine de compétence. Oui, parce que finalement, tout est quantique, tout est information, tout est énergie. Oui, mais à un point, regardez cet autre exemple, Alain, je suis à Londres, et je menais une enquête sur Freud, justement, parce que j'avais eu l'occasion de mener une enquête en Autriche, donc à Vienne, et je voulais terminer cette enquête à Londres, là où il a fini sa vie. Et donc, on a visité à Marrowsfield Garden, la maison où Freud a terminé ses jours à Londres, et la journée s'était extrêmement bien passée avec toute ma petite équipe. Et en quittant la maison, on a décidé de prendre un taxi pour rentrer parce que c'était beaucoup plus simple et puis on était fatigués. Donc on s'assoit, vous savez, ces fameux taxis anglais où on est face à face dans ces grands taxis. Et à un moment donné, sur la route, une des personnes présentes dit « Pascal, vous avez l'air triste ». Et elle me dit « Tout va bien ?» Je fais « Oui, tout va bien, mais j'aurais tellement voulu un signe de ma mère aujourd'hui, de Mamina. Et j'aurais voulu voir une rose, en fait, et je ne l'ai pas eu. Et elle me fait « Mais vous allez sans doute en avoir un ». Et au moment où on dit ça, le taxi roule et sur la bande du milieu qui séparait donc les voies de circulation, une rose géante de 3 mètres de diamètre. 3 mètres de diamètre ? 3 mètres de diamètre. En effet. C'est hallucinant. Je l'ai prise en photo et là je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous voulez, voilà, à ce moment précis. Et là je me dis mais comment est-ce possible ? Oui, alors cette rose, elle s'est matérialisée de quelle manière ? De quelle façon ? C'était une rose qui était sculptée, qui était sur le terre-plein. Ah, qui était sur le terre-plein, Qui était sur le terre-plein, qui était sculptée. Mais je dirais, le hasard, la synchronicité a voulu que, à la question que l'on me pose, quand j'ai eu terminé d'y répondre que j'aurais souhaité un signe de Mamina, eh bien, la voiture, 50 mètres plus tard, on croisait la route de cette rose sculptée sur le terre-plein. Oui. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Alors, il faut être attentif. Alors, certes, il faut être attentif. Et d'ailleurs, il y a même des événements que je ne vais pas tout de suite comprendre quand je vais vivre des synchronicités et que je vais relier ensuite. Par exemple, cette synchronicité qui est absolument incroyable, on part avec toujours une équipe étudier dans les pays Qatar. Et on part 6 jours, et il y avait une journée qui était consacrée à l'étude d'aller à Montségur. Donc en fait, on quitte l'hôtel, on a à peu près 1h15, 1h20, 1h30 de route pour arriver à Montségur, et on arrive à Montségur, on gare la voiture devant le mont de Montségur, et quand je vois la hauteur qu'il y a à monter, je suis très inquiète pour une des personnes du groupe qui, je sais, a des difficultés à marcher. Donc je fais mon petit briefing au pied de Montségur, et je
j'ai dit, écoutez, voilà, maintenant on y va. J'ouvre mon iPhone, je regarde l'écran de mon iPhone, il est 12h44 et je note 12h44, nous commençons l'ascension de Montségur. Arrivé en haut de Montségur, le groupe se disperse, tout le monde se concentre, et au bout d'un certain temps qu'on ressent, on ne dit pas à telle heure on a fini de se concentrer, non, chacun va se concentrer, eh bien, au bout d'un certain temps, tout le monde, on va se retrouver. Donc c'était à Montségur, sur des pierres, parce que c'est un tas de ruines. Il reste le mur d'enceinte, mais c'est des ruines au milieu. Donc on s'assoit sur un petit monticule. Chacun exprime ce qu'il a ressenti, et moi je parle en dernier. Et au moment où je dis le dernier mot de ma dernière phrase, une goutte d'eau me tombe sur la tête. Ouais. Et là je fais ça y est, c'est le signe. Eh bien voilà, nous avons terminé, c'est l'heure de redescendre. Je reprends mon iPhone, je regarde l'écran, 16h03. Donc je marque 16h03, nous repartons de Montségur. On reprend la voiture, on rentre à l'hôtel. Pour moi, tout le travail, c'est transparent, ça se serait arrêté là. Sauf que j'appelle un ami, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien sur les cathares, enfin qui connaît pas mal de choses, et j'avais quelques questions à lui poser. Ouais. Donc je l'appelle, je lui raconte en quelques mots ma journée, et puis je lui raconte ce que je viens de vous dire dans l'énergie dans laquelle j'étais. Et d'un seul coup, il me dit, mais à quelle heure tu es monté ? Je lui dis 12h44, et il me dit, à quelle heure t'es descendu ? 16h03, et il me dit, ça ne te dit rien. Je dis, comment ça ? Il me dit, les horaires ne te disent rien. Alors je lui dis, écoute, non, peut-être le chiffre 44, oui, le 12, oui, mais il me dit, Pascal, tu es monté à 12h44, tu es descendu à 16h03. L'enquête que tu menais à Montségur sur les cathares, le dernier bastion cathare est tombé à Montségur le 16 mars 1244. Ah, c'est incroyable ça. Comment est-ce possible ? Ah ouais. Alain, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ouais. Donc en fait, je tenais dans mon heure de montée et mon heure de descente, je tenais la date pile poil à laquelle le dernier bastion cathare est tombé. Et je vais vous raconter autre chose qui s'est passé à Montségur. Ouais. C'est qu'arrivé aux 3/4 de la montée, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin, parce que vous avez un chemin et vous suivez un chemin de montagne pour arriver jusqu'à Montségur. Et à un moment donné, aux 3/4, je décide de m'extraire du chemin de montagne parce que j'ai éprouvé le besoin d'aller me recueillir et de prier, tout simplement. Donc je quitte le chemin de montagne, je vais un petit peu dans les fourrés, comme ça, enfin j'avance un petit peu, et là, il y a un soleil, je suis, comment dirais-je, debout, les yeux fermés, et j'ai les bras le long du corps, et donc j'ai une très belle pensée à ce moment-là, et je prie. Et au moment où j'ouvre les yeux, à mes pieds, une lettre P en plastique. Ah oui. P comme Pascal, oui. Comme plein de choses. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je sors, c'est juste improbable, là où je sors du chemin pour arriver à Montségur, pour aller dans un petit chemin improbable et pour m'arrêter pile poil devant une lettre en plastique P. Oui, c'est incroyable. Mais oui, et là on se dit, mais on est vraiment guidé, mais vraiment guidé. Et ce qui m'étonne, c'est comment cette lettre en plastique ou d'autres faits, mais par exemple là en l'occurrence la lettre en plastique est arrivée là à ce moment-là. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, techniquement parlant, quoi, je veux dire. Techniquement parlant, j'ai pas d'explication. Soit quelqu'un est passé avant moi et a laissé tomber ça, soit j'ai aucune explication à vous fournir. Toujours est-il que cette lettre, je l'ai ramassée et je l'ai mis dans ma poche parce que c'est impossible une chose pareille. Ah oui. C'est vraiment improbable. Et donc, voilà, c'est des synchronicités comme ça d'événements. Un exemple incroyable où j'étais avec mon papa aussi également, on prend la route pour aller en Haute-Savoie et à un moment donné, on décide de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour déjeuner. Et l'aire d'autoroute, le parking était bondé, donc je laisse mon papa au restaurant et avec toute la petite famille, et je vais garer la voiture, mais très loin sur le parking, parce qu'il n'y avait pas de place. Je les rejoins, nous déjeunons, et en sortant du restaurant, le parking s'était mais complètement vidé. Et avec mon père, j'avais une discussion sur la notion du bien et du mal. Ouais. Et on marchait, alors je lui dis, tu veux m'attendre, je vais chercher la voiture. Il me dit, non, je vais marcher avec toi, ça va me faire du bien. Donc on marchait gentiment, et je dis à un moment donné à mon père, je lui dis, tu sais papa, le mal existe, mais le bien sera toujours vainqueur du mal, quoi qu'il arrive. Ah oui, heureusement. Et au moment où je dis ça, j'ai mon pied qui reste collé au sol. Oui.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, j'ai attends, arrête-toi s'il te plaît, puis je mets ma main droite sur son bras pour tenir l'équilibre, et je lève mon pied droit. À ce moment-là précis, Alain, j'avais mis mon pied sur une espèce de carte, et cette carte, vous savez ce qu'elle représentait? Non. L'archange Saint-Michel. Ouais, c'est incroyable ça. Et là, je la décolle de ma semelle, et je la montre à mon père, et mon père me fait, mais c'est pas possible. Il me dit, mais c'est pas possible. Et oui, et oui. On dit que la synchronicité, c'est la voix de Dieu quand il cherche à s'adresser à nous. Oui, ça reprend un petit peu la phrase d'Einstein qui dit que le hasard est le pseudonyme que Dieu se donne lorsqu'il veut passer incognito. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Après, voilà, je pense que... En fait, dans mon cheminement personnel, j'ai constaté que les réponses qui ne me venaient pas de façon terrestre ou concrète ou intellectuelle, eh bien, je les obtenais d'une autre manière. Et c'est là où, pour moi, la réponse est encore beaucoup plus forte que si quelqu'un me l'avait dit. Parce que, quelque part, une carte collée sous une semelle de chaussure au moment où je dis ça, marcher dessus, c'est improbable. Sortir d'un chemin de terre pour trouver la lettre P et monter et descendre à des horaires qui correspondent à une date quand même dans l'histoire très précise. Je veux dire, tout est tellement improbable que pour moi, ça dégage une telle force et une telle puissance qu'à un moment donné, on ne peut plus douter. En fait. Alors, et on est obligé d'entendre ce qu'on veut nous faire comprendre. Parce qu'il faut quand même savoir, Alain, je suis quand même une dure à cuire dans le sens où je prends pas tout pour argent comptant, loin de là. Et en fait, je pense que ma façon d'être, où j'ai d'ailleurs ma patte de fabrique, en fait, vous le savez très bien, c'est de mener des enquêtes. Parce que j'ai ce besoin de contrôle en permanence. Et je pense que de la même manière dans les signes que je demande et ce que je vis, eh bien, ils savent sans doute que j'ai besoin de ça pour être certaine des choses. Et quelque part, ça me rassure. Et je me dis là, c'est tellement énorme, que c'est tellement invraisemblable que non, je ne peux pas douter de ça. Je ne peux pas douter de ça. Alors, quelque part, on pourrait comparer la synchronicité à un chemin balisé. Complètement. Pour moi, c'est un chemin. La synchronicité, c'est vraiment un chemin initiatique. Et comme je dis, à qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, on est vraiment sur un chemin initiatique et un chemin, je dirais, qui va au-delà de tout entendement. Je vais vous citer un autre exemple. Oui, allez-y. Cet exemple, je le vis je suis en Irlande, plus exactement au château de Carlow, en Irlande. Et c'est un très vieux château médiéval et nous étions sur les ruines de ce château qui est un petit peu sur un monticule, une petite colline en fait, en hauteur dans la ville. Et à un moment donné, il va se passer un événement absolument incroyable. C'est qu'il y a une colombe blanche qui va sortir du creux d'une pierre, qui va passer au-dessus de ma tête et qui va aller se loger dans les ruines du château. Et à ce moment-là, on aperçoit, mais je suis pas la seule à le voir, comme un espèce de buisson ardent, rougeoyant, qui commence à se mettre en place. Mais c'est énorme ce qui est en train de se passer, une énergie densifiée. Et malheureusement, comment dirais-je, la concentration va devoir s'arrêter parce que je reçois un appel téléphonique que je devais gérer parce que c'était quelque chose de très important. Bref, du coup, on n'aboutit pas sur tout cela, mais très certainement ça avait un sens aussi que ça s'arrête là. Et donc tout le petit groupe redescend en tournant donc de cette petite colline. Et donc je marchais avec des personnes à côté de moi et j'avais la tête tournée vers les ruines du château et j'étais en train de leur dire... c'est incroyable quand même, cette énergie rougeoyante, ce feu ardent comme ça, cette énergie qu'on a vue. J'ai dit pour moi c'est clair, c'était une énergie christique. Au moment où je dis ça, je bute par terre, il y a quelque chose au sol, je bute dedans. Donc je suis déséquilibrée, je me retiens et je dis oh mais dans quoi j'ai buté? Je me baisse et là je ramasse un morceau de métal. Ce morceau de métal était rouge. Quand vous le preniez, vous le tournez dans un sens, ça formait la lettre J, dans l'autre sens, la lettre C. Oui, c'est incroyable. Et tout ce que je vous dis, je l'ai avec moi. Toutes ces choses-là, bien sûr, je ne peux pas le laisser sur la route, je le ramasse, je le garde. Et ça fait partie de mes dossiers, de tout ce que je garde. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que fichait ce morceau de métal au moment précis où je dis ça? Et comme j'ai la tête tournée à gauche, je ne le vois pas, donc je vais buter dedans. Donc, il y a un moment donné, mais je me dis, mais j'ai même plus de mots, Alain, parce que ça dépasse l'entendement. Oui, c'est un sujet assez complexe, la synchronicité. Oui, et je vous cite encore
encore un autre exemple. Et après, je vais vous parler aussi des signes qui sont très reconnaissables pour chacun. Je me trouve à Rome. Et c'était pendant les fêtes pascales. Et j'étais avec des amis. Et ils voulaient à tout prix rentrer dans la basilique. Ouais. Mais seulement, il y avait plus de 2 heures d'attente, une queue monumentale, une file d'attente monumentale à l'extérieur. Et là où nous étions positionnés, c'était juste avant les filtres de sécurité. Vous savez, où on passe les sacs à main et les compteurs, vous savez, qui regardent dans les sacs, etc. Et j'étais positionnée et je posais la question donc à une personne présente. Et il m'a dit non, il y a 2 heures d'attente, faut prendre la file là-bas, etc. Et là, je dis écoutez, à mes amis, je leur dis écoutez, je vous aime bien. Mais bon, moi je connais la basilique Saint-Pierre, mais non, faire 2 heures d'attente, j'ai dit là je me sens pas du tout de faire 2 heures d'attente. Et à ce moment-là, donc tout le monde avançait mais serré comme des sardines les uns derrière les autres. Et devant moi, au moment où je refuse de faire 2 heures d'attente, il y avait une personne qui tenait un bâton avec un drapeau en haut et qui devant moi, donc tous serrés, mais ils avançaient mais serrés comme des sardines. Elle se retourne et elle parle aux personnes du groupe, mais juste à mon niveau. Et là, devant moi, il y a un espace naturel qui se fait. Et là, je fais, tiens, c'est étonnant. Et là, on me pousse, mais carrément, on me pousse dans l'espace. Oui. Je ne sais pas qui me pousse. Mais je me retrouve poussée dans cet espace-là. Je passe la sécurité. En 2 minutes, j'étais dans la basilique de Saint-Pierre. Oui, c'est incroyable, ça aussi. Et c'est pour ça que cette histoire, d'ailleurs, qu'on me pousse dans le dos, ça m'est arrivé aussi une fois à Saint-Sulpice, à Paris, où j'avais une brocante qui avait investi la place Saint-Sulpice. Et une main invisible m'avait poussé sur un stand et j'y vais et là je vais trouver quelque chose qui était en lien avec l'enquête que je menais à ce moment-là. Et quand je me suis retournée, bien sûr, il n'y avait personne. Et une autre fois aussi, cette fameuse main invisible, je suis dans ma voiture, je roule sur une 4 voies et je suis carrément sur la voie de gauche. Et je sens une main sur mon épaule droite qui me dit « Ralentis et change de fil. Ralentis et change de fil. » Le réflexe qu'on a, c'est qu'on regarde dans le rétroviseur. On se dit, mais il y a quelqu'un derrière. Et là, dans le rétroviseur, je vois personne. Sauf que le rétroviseur, après, je m'en sers pour voir si je peux me décaler. Et là, je me décale. Au moment où je me décale, toutes les voitures s'emboîtent les unes dans les autres. Oh, c'est incroyable. Donc, en fait, cette histoire de main invisible, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, toujours est-il que, voilà. Alors là, on pourrait le relier quelque part à l'ange gardien. Alors, on peut effectivement le relier à l'ange gardien, à des personnes qui nous guident, à de la guidance aussi également, parce que je le prends vraiment comme de la notion de guidance. D'ailleurs, ça me ramène aussi à une histoire de main, puisqu'on parle de main. Il fut une époque, Alain, j'avais la main droite qui s'était mise à gonfler. J'avais extrêmement mal et à friper. Et du coup, ça m'avait énormément inquiété. J'ai dit, mais je dois avoir une maladie, que sais-je. Et du coup, je vais voir la dermatologue. Je vais voir la dermato, je vais voir le médecin. Je lui dis, écoutez, voilà ma main droite, ça devient pénible. Je suis obligée de la bander parce qu'elle est douloureuse. Et elle m'a posé des questions. Est-ce que dans quoi j'ai mis ma main, etc. Une fois qu'on a fait tout le questionnaire, je suis sortie de chez elle et elle me dit, écoutez, votre problème me dépasse. Je n'ai aucune réponse à vous apporter. Quand un médecin vous dit ça, vous vous dites et je fais quoi maintenant? Et puis une élève en cours, voyant ma souffrance de ma main droite que je bandais en permanence, elle me dit, écoutez Pascal, ça m'interpelle ce que vous vivez, votre main. Elle me dit, je voudrais vous offrir quelque chose. Et elle va m'offrir une photo qui représente un tableau de Rembrandt. Et ce tableau de Rembrandt, c'est l'enfant prodige. Et ce tableau représente le père et le fils. Et il est dit que quand le père, en fait, tient, et d'ailleurs Rembrandt représente ce tableau-là, le père est debout derrière le fils qui est assis, et il a une main gauche qui est jeune et une main droite qui est vieille. Parce que la main droite est la main protectrice. Et quand elle m'a offert cette photo que j'ai toujours avec moi dans mon portefeuille, il y a eu un déclic dans ma tête. Et à partir de ce moment-là, mes douleurs sont parties. Ah, c'est incroyable. Parce qu'il fallait que j'intègre quelque chose. Oui, certainement, Voilà. Oui, c'est un sujet intéressant, la synchronicité, et quelque part, ça interpelle. Finalement, je crois que c'est le sujet le plus difficile à expliquer. Le plus difficile, oui et non. Alors, on cite l'exemple en tant que tel. Maintenant, de dire de façon précise où, pourquoi, du comment, et qui est derrière tout ça, j'ai envie de dire,
dire, à la limite, est-ce que c'est important ? Parce que je me suis beaucoup posé cette question, mais qui est derrière ? Qui me guide à ce point ? Et puis, il y a parfois, j'ai su qui était derrière. Parce qu'en fait, dans ces notions de synchronicité, vous avez aussi les signes. Alors, les signes vont être très personnels pour chacun. Par exemple, pour ce qui me concerne, il y a des signes qui sont très, très nets. Ce sont les roses, le chiffre 44, les colombes. Voilà, ça c'est 3 choses, les colombes blanches, les roses et le chiffre 44, c'est vraiment 3 choses qui me suivent en permanence. Et pour les pétales de rose, par exemple, je sais qui est derrière tout ça, c'est ma mère. Donc voilà, et d'ailleurs, il faut quand même que j'explique, c'est que lorsque maman est décédée, le 26 juillet, le jour de la Sainte-Anne, il s'est passé un phénomène absolument curieux. Maman était malade, souffrait d'une longue maladie, et pour une ultime fois, elle devait encore rentrer en clinique. Et cette fois-ci, elle m'avait dit, tu sais ma chérie, je rentre encore en clinique, mais je n'y resterai pas plus que 8 jours. Effectivement, elle va décéder le 8e jour. Et quand elle va entrer en clinique, comme j'avais l'habitude de le faire, je lui offre un gros bouquet de roses. Ce 8e jour, le jour de son décès, mon père se rend donc auprès de ma mère et se recueillir dans la chambre de clinique auprès d'elle. Et dans le bouquet de roses, mon père a une idée, toutes les roses sont fanées sauf une. Ah, je me souviens, vous nous l'aviez expliqué. Voilà, et il va prendre la rose qui n'est pas fanée, et au moment où il va la déposer sur son corps, la rose éclate complètement et tombe en pétales sur elle. Et les premiers messages de Mamina vont être « J'ouvrirai devant toi un chemin de roses ». Mais quand j'ai entendu ça, j'ai pas compris, exactement comment elle voulait le traduire. Eh bien, il se trouve qu'au fur et à mesure du temps, j'ai eu des pétales de rose que j'ai trouvés autour de moi, sur moi, dans mes cahiers, de façon même improbable, près de ma voiture, et dans des lieux totalement incongrus. J'ai trouvé des pétales de rose, mais toujours à des moments très précis, qui me portent à croire que de l'autre côté, ils ont une connexion sur des dates anniversaires et sur des moments forts de leur vie ou de la personne pour qui ils manifestent justement ces signes en fait. Ça on constate souvent. Hein. Voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Pascal Lafargue. Nous parlons de synchronicité, de guidance. Quelque part, avant de venir ici s'incarner, est-ce que ce chemin balisé et finalement balisé de synchronicité avait pas été préétabli à l'avance ? Alors, préétabli, c'est quelque peut-être pas le mot qui correspond. En fait, les synchronicités, tout le monde vit des synchronicités. Certains en prennent conscience, certains souhaitent en prendre conscience, certains s'ouvrent et d'autres refusent. Ça, c'est très différent en fonction de chacun. Mais ça fait partie des synchronicités pour moi d'un chemin initiatique. Et en fait, c'est un potentiel qu'on porte en nous, c'est une possibilité que nous avons et que nous pouvons exploiter. Maintenant, c'est à nous aussi de mettre en lumière et d'être attentifs aussi à ce qui nous entoure. À partir du moment où on est attentif et qu'on est dans des vraies pensées de réflexion, eh bien, on a un monde merveilleux qui s'ouvre. Oui, il faut être attentif et c'est l'accumulation. Attentif et comment dirais-je, avoir un regard et un avis concret et réfléchi d'analyse sur les choses, ça, il le faut. Mais en même temps, laisser aussi une porte ouverte pour que cette porte puisse aussi laisser entrer comment dirais-je, l'indication du chemin. C'est ça qui va être aussi important. D'accord. Vous voyez, je vais vous citer 2 exemples tout simples parce qu'ils ne sont pas très vieux. Je faisais une conférence à Cluse, en Haute-Savoie, il y a quelques mois. Dans la salle de conférence, il y avait une grande baie vitrée. Quand on entrait par une grande baie vitrée et une porte. Et moi, j'étais de profil à cette baie vitrée. Donc, je ne voyais pas ce qui se passait, les gens qui passaient devant la baie vitrée. Donc, le public était en arrondi devant moi. Et à un moment donné, j'explique que dans la vie, nous avons tous le libre arbitre et qu'on est tous le capitaine de son bateau, de son navire. Et il paraît-il qu'au moment où j'ai dit ça, parce que moi je ne l'ai pas vu, j'avais ma nièce qui était dans
incroyable. D'abord, les gens qui étaient autour de moi ont tous vu. Au moment où tu as dit qu'on était tous le capitaine de notre bateau, de notre navire, eh bien, devant la salle de conférence, il y a une espèce de fourgonnette qui tirait un bateau qui est passé à ce moment-là devant la salle de conférence. En effet, oui. Alors, on le savoir, il faut le faire. Ouais. Et autre chose, et ça m'est arrivé il y a 15 jours, j'étais en conférence à Louan, et j'étais en train d'expliquer que je parlais de l'entre-deux-vie, et des fois, et justement, ça reprend la question que vous posiez tout à l'heure, Alain, c'est-à-dire à savoir combien de temps l'âme met, parfois, pour se libérer d'une douleur ou d'un emprisonnement ou d'une errance dans laquelle elle est. Et j'étais en train de citer un cas très précis d'une personne qui s'appelle Marie et qui a mis 10 ans avant de trouver sa libération. Elle est décédée à 40 ans et elle a trouvé sa libération à 50 ans puisqu'en fait, il s'est passé quelque chose de très précis ce jour-là. Oui. Et donc j'expliquais, eh bien voilà, on sait que dans l'entre-deux-vie, il n'y a pas de notion d'espace-temps, mais concrètement, matériellement sur Terre, on peut dire qu'elle a mis 10 ans, donc elle a trouvé sa libération à 50 ans. Et à ce moment-là, je baisse les yeux et je vois qu'à gauche de mon pied, à même pas 50 cm, il y a le chiffre 50, comme une forme de confetti en fait, le chiffre 50 qui était comme ça à mes pieds. Oui, c'est incroyable. Et donc je me suis baissée, je l'ai ramassé, c'est même quelqu'un qui était au premier rang qui me l'a ramassé et qui me l'a donné. Donc vous voyez, ça va jusque dans des petits détails comme ça. Et je trouve ça absolument incroyable. Alors vous allez continuer à observer et vous nous en parlerez une fois prochaine. Bien entendu, Alain. Ouais. Alors vous allez venir chez nous à Monaco, vous allez participer à la 7e journée de la survivance, donc à l'association Vie et Harmonie, que nous connaissons très très bien, ce sont des gens charmants. L'association effectivement Vie et Harmonie pour les 7e journées de la survivance. Quels seront les thèmes abordés ? Eh bien écoutez, pour ce qui me concerne, je parlerai de l'entre-deux-vie, de la vie après la mort, des contacts avec les défunts, enfin de tout ce qui va concerner justement ce sujet, ces journées de la survivance, avec toujours des exemples et des témoignages concrets et des explications, répondre aux questions, parce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y ait des échanges aussi avec le public. Alors, cette conférence sera suivie d'un séminaire ? Pour ceux qui le souhaitent, oui. D'accord. Toujours à Monaco. Toujours à Monaco. Et le numéro de téléphone à contacter, c'est le 04 93 78 26 74. Tout à fait. Alors, pour terminer cette émission, nous avons deux auditeurs qui ont souhaité vous poser une question. On m'a dit la prochaine fois que vous aurez Pascal Lafargue, demandez-lui. Donc Dominique de Valence d'Agen. Avez-vous des contacts avec des êtres de lumière ? Comment ces contacts se passent-ils ? Et quel message délivrent-ils ? Alors oui, j'ai des contacts avec des êtres de lumière. Alors comment ces contacts se passent ? Alors soit je prends la décision de contacter certains êtres, et auquel cas je vais me mettre dans un moment de très grande tranquillité et de calme pour pouvoir entendre correctement le message, soit la manifestation, la matérialisation va se produire, et là je vais me faire l'interprète de ce que je vois et de ce que j'entends à ce moment-là. Et d'ailleurs, je peux dire à cet auditeur que j'ai écrit un livre qui s'appelle Chemin d'éternité, dans lequel j'ai mis certains messages des êtres de lumière. J'ai fait une sélection et certains messages qui peuvent servir à tout le monde et qui, sont dans ce livre Chemin d'éternité. D'accord. Et Sandrine de Montauban nous demande quelle interaction y a-t-il entre les êtres de lumière et le monde physique ? Alors, des interactions assez intéressantes parce que là, on rentre encore dans la notion de transmission d'enseignement, d'information, de guidance. Il y a vraiment une présence assez importante, d'ailleurs à travers la notion de synchronicité et certains exemples que j'ai pu vous donner. Déjà, c'est évident que nous sommes guidés par certains êtres de lumière. Dans le monde physique, ces êtres de lumière peuvent nous protéger, peuvent nous transmettre un enseignement, peuvent nous guider, peuvent nous initier, peuvent nous enseigner. C'est très vaste. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Alors, je vais vous lire un message. Allez-y. Ce message, il est assez court, mais le voici. Parce qu'on m'a souvent posé des questions, pourquoi certaines personnes reçoivent et d'autres ne reçoivent pas, des messages. Alors voici ce qu'un être de lumière m'a répondu. On reçoit toujours à la hauteur de ce que l'on peut recevoir. Si certaines personnes se plaignent de ne pas recevoir, c'est parce qu'elles ne croient pas en elles. Donc, elles ne sont pas en mesure de recevoir.
C'est le cœur qui détermine la grandeur d'un acte. C'est lui qui conduit à la réalisation d'un souhait. Il y a le cœur qui veut, mais celui qui souffre, donc il limite ses possibilités. Il y a celui qui veut, mais qui ne croit pas totalement en lui. Il y a celui qui veut, mais qui doute en permanence. Le doute est nécessaire, il permet de reconsidérer, mais il ne doit pas être un handicap. Comment aimez-vous ? Réfléchissez à cette question. Vous comprendrez alors de quelle façon vous vivez, vous pensez, vous agissez. Le mérite ne veut rien dire. Il n'est ni une punition ni un cadeau. Il est une conséquence logique. Il y a les conséquences agréables et fortes, puis les conséquences douloureuses et éprouvantes. On reçoit beaucoup lorsque l'on est dégagé de l'attente. L'attente suscite trop souvent des exigences qui conduisent à l'orgueil de soi. L'important est de recevoir à un instant précis et pas forcément comme on l'a décidé. Voilà, fin de citation. D'accord. Ce que je pourrais juste dire en conclusion, c'est qu'il faut être vraiment humble avec tout ça. Ne pas être dans l'exigence, n'être vraiment dans une demande profonde, en lien avec son cœur, avec quelque chose de cohérent. Et c'est ça qui fera toute la différence. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez donc votre site. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse Alors, le site Internet, c'est www.pascallafargue.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site Internet ? Alors là, vous allez pouvoir trouver toutes les conférences que je fais et je donne à travers la France, mais également toutes les informations concernant les cours pour ceux que ça intéresse. J'y mets aussi les photos de mes voyages d'études. On met aussi des extraits des revues, des extraits des bulletins d'information qui sortent régulièrement, parce qu'on a des parutions dans le cadre de l'association tous les 2 mois, 2 mois environ. Donc en fait, voilà, on est régulièrement informé de ce que je fais, de mes activités. Là, je voudrais faire un petit compte-rendu sur le dernier voyage d'études également, donc voilà. Vous avez des projets ? Oh, énormément. La question idiote. Non, énormément. Je repars en enquête au mois de mai. Oui. Je repars au mois de mai en Grèce et à Rhodes. Je pars sur certaines îles. Voilà. Beaucoup d'enquêtes en cours, beaucoup d'écriture, des expériences avec mes élèves. Enfin, j'ai de quoi faire. Voilà. Et la sortie d'un livre aussi, non ? Oh oui, j'en ai 4 en cours, c'est horrible. Oh là là. 4, oui, je prends un retard considérable parce que les enquêtes, du coup, ne me permettent pas d'écrire quand je suis en enquête, mais on va y arriver. D'accord, oui, avec la patience. Voilà. Merci Pascal Lafargue d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci Alain pour votre accueil. Fréquence Évasion.